Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Aujourd'hui, c'est comme tous les 5 épisodes, un épisode sur une reconversion professionnelle et c'est Paola de Vienne, mon invitée. Paola a exercé pendant 2 ans en cabinet d'affaires à Paris. Elle faisait de l'arbitrage et elle a mis sa robe au placard pour devenir chasseuse de tête. Ses clients sont aujourd'hui les mêmes puisqu'elle travaille toujours avec des grandes entreprises et elle recrute pour eux des personnes pour les départements juridiques, fiscaux et compliance. Elle exerce aujourd'hui chez Robert Walters et je trouve que c'est une chouette interview pour ceux et celles d'entre vous qui se posent des questions et peut-être réfléchissent à aller en entreprise pour exercer comme juriste. Vous aurez peut-être quelques conseils judicieux de Paola, puisque maintenant vous êtes les personnes qu'elle chasse, elle vient vous chasser entre autres. Donc voilà, ça pourrait être intéressant pour vous de savoir ce qu'attendent les entreprises justement des personnes qu'elles recrutent pour leurs fonctions juridiques et compliance. Je voulais aussi vous dire que Fleur d'Avocat a 1 an. Et je fête ça, si vous ne le savez pas encore, je fête ça le 14 novembre, jeudi prochain, à partir de 20h à l'hôtel Le Pigalle. Ça me fera très plaisir de vous voir. Vous êtes vraiment les bienvenus. Tous les auditeurs du podcast sont les bienvenus. Il y aura aussi des invités du podcast. C'est l'occasion de se rencontrer, d'échanger et puis juste de faire la fête. La dernière rencontre que j'ai organisée, c'était au mois de juin et c'était vraiment très sympathique. Donc, je vous invite à nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus et vous êtes aussi les bienvenus avec votre ami, avec des amis, avec des collègues. Voilà, vraiment, c'est pas une soirée à invitation carton fermé. Donc, venez. Et je voulais finir en vous racontant une petite anecdote, parce que je trouve que c'est très en lien quand même avec le podcast. Hier, je suis allée à la soirée débat pour la campagne d'élection du Conseil de l'Ordre de Paris et je suis rentrée en métro sur le quai de la station Cité. J'ai croisé l'homme qui était assis à ma gauche pendant le débat et il m'a demandé si j'avais trouvé ça intéressant. Bon bref, il enchaîne et amorce une tirade sur la justice, la profession d'avocat, les jeunes collaborateurs, les études de droit aujourd'hui, bref, de manière globale, le droit et la profession d'avocat et l'exercice professionnel, etc. Tout allant dans le sens global de c'était mieux avant quand même. Puis en fait, j'ai vite compris qu'il n'était pas du tout dans une logique de dialogue et qu'il avait surtout besoin de m'asséner toutes ses vérités. Et donc ce trajet entre Cité et jusqu'à Saint-Plon, parce que je suis descendue à Saint-Plon et lui il poursuivait encore, donc c'est environ 25 minutes de trajet, il ne m'a pas posé une seule question. Je lui ai demandé qui il était, dans quelle structure il exerçait, il m'a dit qu'il avait un cabinet dans lequel il faisait du droit commercial avec des collaborateurs et qu'il était sur le point de partir à la retraite. Et franchement, j'ai un peu halluciné qu'il me demande même pas si j'étais avocate, si j'étais collaboratrice, si j'étais à mon compte, parce qu'on s'est quand même croisé à un événement du barreau, donc on pourrait penser que je suis avocate. Et je me dis que cet homme, je me pose quand même des questions, cet avocat, sur justement dans quelle mesure est-ce qu'il est à l'écoute de ses collaborateurs. Voilà. Je m'arrête là. Je dis et redis encore que si vous aimez le podcast, n'hésitez pas, mais si vous aimez le podcast, laissez un avis sur iTunes, partagez sur les réseaux sociaux, parlez-en à vos collègues. C'est la meilleure manière de diffuser les bonnes vibes autour de vous. Et je vous laisse avec Paola, qui a en plus une très belle voix, donc c'est très agréable d'échanger avec elle et de l'écouter. Bonne écoute. Bonjour Paola de Vienne. Bonjour. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Merci de m'avoir proposé. Alors Paola, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate.
Alors, je suis devenue avocate de manière assez classique. J'ai fait un bac L, donc j'étais dans la section littéraire de mon école, et puis donc déjà ça, ça élimine pas mal de voies, et le droit était une des voies qui me paraissait la plus professionnalisante en termes de carrière et qui m'offrait le plus de perspectives. Il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient, mais j'étais assez terrifiée à l'idée de me dire de faire de l'histoire de l'art ou de faire une hypocagne pour après devenir avoir très très peu d'options en fait en termes de carrière et pas très rémunérateur. Donc voilà, j'ai assez spontanément pensé au droit. Mon père aussi était avocat et juriste après, et donc forcément je pense que ça m'a influencé également dans cette voie. Est-ce qu'il a fait partie des avocats qui disent à leurs enfants de surtout pas devenir avocat, ou au contraire il a plutôt été encourageant dans cette voie? Non, il était plutôt très très encourageant. C'est quelqu'un de très très intellectuel qui a adoré son métier, qui a vraiment adoré son métier, donc pour le coup que du positif de ce côté-là. Une figure inspirante au niveau professionnel? Une figure inspirante, exigeante, très exigeante comme beaucoup d'avocats, et qui était assez passionnée. Et donc vous commencez des études de droit dans cette optique de quand même principalement de sécurité un peu professionnelle. Comment se passe la rencontre avec la matière juridique? Alors en fait, plutôt bien. J'ai vraiment adoré mes études. Je dois dire que c'est une matière qui est passionnante à étudier parce que ça mêle tout. Ça mêle l'histoire, les problématiques concrètes, très business, la réflexion, le jeu. C'est vraiment une très belle matière à étudier. Je n'ai pas regretté une seconde de l'avoir étudiée. Je me suis pas ennuyée, et en fait j'avais la chance d'être bilingue en anglais en fait à la sortie du bac, et donc j'avais postulé, même avant de dire ça je peux même dire que j'avais la chance d'être dans la section anglophone de mon école qui m'a aidée à postuler, parce que sans elle je pense que j'aurais jamais pensé. Maintenant ça se fait beaucoup, mais en 2006 j'étais une des premières à partir post-bac en Angleterre, et donc je suis partie faire mes études de droit à Londres, et donc en droit anglo-saxon, donc vraiment dans un bachelor de droit anglais, full bachelor de droit anglais. Et donc, je dois dire que je me suis pas retrouvée dans un amphi avec 3000 étudiants, dont la moitié qui savaient pas pourquoi ils étaient là. Moi, j'étais dans un groupe plutôt restreint. On était 400, on avait été sélectionnés. Et donc, le niveau était assez intéressant. Et voilà. Et ça a commencé comme ça, et ça a été du coup une approche doublement amusante parce qu'anglo-saxonne, et que la common law c'est quand même assez intéressant. Et le retour en France du coup? Et le retour en France, au bout de 4 ans, parce que j'ai fait donc 3 ans à Londres et j'ai étudié aussi 1 an en Belgique pour faire le droit européen. Au bout de 4 ans à l'étranger, je me suis dit que je me suis rendu compte assez rapidement que le droit était quand même une matière assez nationale, malgré ce qu'on peut dire, que le principe d'un avocat international c'est quand même assez limité, et donc je n'avais pas du tout mis une croix sur mon pays que j'affectionne particulièrement, et j'ai essayé de trouver un moyen de rentrer en France, et j'ai été prise à Sciences Po, dans l'école de droit de Sciences Po, que j'ai intégrée donc en master de droit économique, et ce qui m'a permis de passer le barreau de Paris. Surtout j'ai d'abord passé le barreau de New York, donc en fait mais ça me donnait en tout cas l'opportunité de passer le barreau de Paris dans la foulée si je voulais le passer. Et là à ce moment-là c'est quoi vos projets professionnels? Alors pour être tout à fait honnête, j'ai commencé à avoir des doutes, plutôt une envie mitigée de commencer ma carrière en cabinet d'affaires assez tôt. Les questions sont venues assez tôt, parce que quand on est en Angleterre, on fait 3 ans d'études, c'est très court, et on est très vite plongé dans le milieu. En gros, ils cherchent un job à la fin de leur 2e année. Alors, ils ont fait des gap years, donc ils avaient 1 an de plus que moi, mais moi, je suis arrivée à Londres à 17 ans, et à 18 ans, j'étais en train de postuler dans la City pour aller dans les plus gros cabs et dans les jobs les plus compétitifs du monde, peut-être après celui de barista. Et donc j'ai été projetée très rapidement dans ce monde-là.
Et je m'y sentais pas... J'étais peut-être un peu jeune, mais je me suis dit que ça me vendait pas un rêve absolu. Je trouvais pas que les gens avaient l'air très très épanouis. J'y allais un peu à reculons et j'y allais pour le prestige surtout et parce que c'est ce qu'il fallait faire. Et donc, pour être honnête, après King's, je m'étais posée, je faisais pas mal de théâtre et je m'étais posé la question de me dédier à ces activités-là de comédienne pendant un an et j'en ai un petit peu parlé en interne chez moi et l'idée n'a pas été très bien reçue. Et du coup, bon, il y avait Sciences Po, j'entrais à Paris, c'était pas mal. Mais voilà, les questions revenaient, j'ai fait pas mal de stages. Donc professionnellement, clairement, je me dirigeais vers un gros cap d'affaires. Malgré les doutes. Malgré les doutes, ouais. Malgré les doutes, parce que choix de la raison, parce que en fait, je savais pas trop quoi faire d'autre, que on vous dit que le droit mène à tout, mais que finalement, on sait pas très bien à quoi d'autre ça mène. Et puis, ce qui instinctivement vraiment m'aurait plu et était un peu mon rêve d'enfance, c'était de faire du théâtre, du cinéma, mais ça, c'était quand même, pour le coup, vraiment le grand écart et notre vie, quoi. Donc voilà, et puis... bon, voilà, j'ai continué comme ça. Et ces autres stages, à chaque fois, comment ça s'est passé ? Normal, avec un peu de souffrance, comme tous les stagiaires, hein, je pense. J'ai fait ça dans des gros cabinets. En fait, c'est aussi, comment dire, quand on est stagiaire en cabinet d'avocat dans ces gros cabinets, moi, j'avais un peu l'impression de jouer un rôle aussi, parce que comment dire, les horaires terribles, on le vit difficilement, mais il y a un côté un peu excitant aussi. Et puis il y a quand même des figures autour de vous qui sont assez impressionnantes, parce que je pense que les personnes qui performent dans ce métier, qui réussissent, sont des personnes qui sont impressionnantes, qui ont vraiment une carrure, un charisme ou une force quelque part. C'est un métier tellement dur que donc voilà, il y a un peu de rêve, il y a un peu un côté assez impressionnant et on se projette. Enfin, on n'a pas encore on a un peu peur aussi, c'est challenging d'y arriver. Surtout moi j'étais en contentieux, donc voilà, il y a un peu, il y a de l'admiration et il y a aussi beaucoup de souffrance. Mais à la fois ça fait partie du jeu. Moi je me retrouvais, on déjeunait avec mes copains stagiaires et on râlait tous ensemble, mais c'était presque normal, quoi. Ouais, c'était écrit dans la pièce, quoi. Ouais. Et est-ce que vous vous projetiez ? Enfin, parce que vous parlez de ce charisme des personnes qui vous entouraient et du fait que c'est des personnes impressionnantes. Mais est-ce que vous disiez, moi j'aimerais bien être cette personne ? En fait, non. C'est-à-dire que je pense qu'intellectuellement, j'étais impressionnée et je pense que voilà, c'est des personnes qui ont un talent extraordinaire et pour la plupart qui ont un ego très important. Je pense que c'est un métier où il faut avoir un ego très fort. Mais je peinais à trouver des exemples au-dessus de moi. C'est peut-être un petit peu dur ce que je dis, mais de personnes dont la vie, au sens un peu plus large que professionnel, m'inspirait. Et c'est quand même une profession où il y a quand même beaucoup de vies compliquées. De vies compliquées ou d'absence de vie. Je vois les choses de façon un peu plus globale et j'ai peiné à me dire, à me retrouver complètement dans les personnes au-dessus de moi. Et ça, au stade de stagiaire, est-ce que ça, je sais pas, est-ce que ça réveille un truc ? Est-ce que vous vous dites, en fait, il faudrait que je change de voie parce que je me projette pas, ou non, vous continuez dans la voie ? Ah bah clairement, moi je me suis beaucoup questionnée, je me disais mais en fait j'ai pas envie d'être comme ça, j'ai pas envie de... voilà, je sens qu'il va falloir que je me durcisse et peut-être que je me change pour vraiment surperformer dans ce métier. Et je suis pas sûre d'avoir envie de ça. Et voilà, et puis c'était très intéressant, mais je trouve que l'humain et le relationnel, et honnêtement, voilà, c'est pas des managers, ils sont pas là pour ça. Et voilà, et je pense qu'en fait, c'est un métier, et maintenant ce que je dis, c'est que c'est un métier
qui demande beaucoup de sacrifices. Je pense que je dis rien de nouveau là-dedans. Et c'est pas grave. Il y a beaucoup de métiers qui demandent beaucoup de sacrifices, mais simplement, il faut savoir pourquoi on les fait. Donc, est-ce que c'est pour l'argent ? Parce que c'est un métier où on ne devient pas... Oui, on devient un peu... on va pas millionnaire, mais on peut quand même gagner très bien sa vie. Est-ce que c'est un ascenseur social ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui ont la chance d'avoir fait des études, qui lâchent pas parce que aussi c'est une chance. Est-ce que c'est par amour du droit, par amour de la matière ? Voilà. Moi, j'avais un peu du mal à me retrouver dans ces dimensions. Enfin, j'arrivais mal à me raccrocher à une raison qui justifierait ce sacrifice. Mais ça répond pas à votre question. Non. Mais en effet, je me suis posé régulièrement la question et en fait, j'en ai conclu, après avoir très sérieusement réfléchi, que quand on a fait 8 ans d'études, qu'on a beaucoup investi, qu'on a 2 barreaux et qu'on allait aussi loin, je me suis dit je ne peux pas quitter ce métier avant d'avoir tenté de l'exercer. Donc je vais tenter et j'entendais beaucoup qu'être collab c'était pas la même chose qu'être stagiaire et c'est vrai. Donc je me suis dit je vais tenter comme ça, moi j'aurai pas de regrets. Est-ce que à un moment parce que donc vous avez tout fait avec cette optique gros cabinet d'affaires, est-ce que à un moment vous vous êtes dit peut-être qu'il y a aussi une autre manière d'exercer qui me correspondrait plus? Oui et non, c'est-à-dire que j'avais un CV qui était très gros cabinet d'affaires. Et en plus de ça, comme je voulais... Alors, je me suis dirigée vers le contentieux parce que je me suis dit, je vais essayer d'aller vers la spécialité qui me paraît la plus proche du vrai métier d'avocat pour vraiment avoir tenté l'expérience. Parce que si je fais que du transactionnel au début, peut-être que si je fais que des due deals en M&A, c'est normal que je sois un petit peu dégoûtée. Peut-être qu'il faut que j'aille vers quelque chose qui me ressemble un peu plus. Et je suis allée vers là. Et en fait, comme j'avais un background très international, logiquement, j'allais aussi vers l'arbitrage. Donc, en fait, l'arbitrage, de toute façon, c'est des petites équipes. Enfin, Oui, mais ça, c'est la logique du CV. Mais la logique parce que je veux dire, en vrai, les compétences juridiques que vous aviez, elles étaient aussi applicables à une autre... Enfin, je veux dire, des dossiers moins internationaux, dans d'autres structures. Donc, est-ce que vous vous êtes dit, ça, c'est ce vers quoi mon CV m'amène naturellement. Et d'une certaine manière, c'est une chance parce que c'est aussi la possibilité d'aller dans ces endroits-là. Mais en fait, peut-être que j'ai envie d'autres choses parce que ce que je vois là, dans ce contexte, m'attire pas particulièrement. Ma vision des choses là-dessus, c'est que c'est quand même le même métier qu'on soit en gros cabinet ou plus petit cabinet. Le gros cabinet vous fait sentir dans une grande famille, mais grosso modo, vous êtes quand même dans une équipe et vous parlez pas aux personnes qui sont au premier étage ou peu quand vous êtes au 5e. Voilà, j'avais aussi envie de bien gagner ma vie, donc et ça dépend aussi de l'humain. J'avais pas l'impression qu'on travaillait forcément très différemment ou moins dans des petits cabinets. Et puis c'était aussi mon souhait d'être sur des dossiers internationaux en anglais. C'est ce que j'aimais bien aussi, donc j'avais pas envie de lâcher ça. Ouais. Et donc tout ça fait que vous prêtez serment. Ouais. Au barreau de Paris. Ouais. Et comment se passe je suppose que vous n'avez pas eu de difficulté à trouver une collab. Non, ça s'est fait assez. C'est un peu comme j'ai attendu un petit peu et puis tout s'est fait au même moment. J'ai eu plusieurs offres au même moment et non, ça c'est. Et comment vous avez choisi parmi les différentes offres? J'ai choisi parce que c'était pas tous équivalents. J'avais une offre, on m'avait proposé de faire du transactionnel. J'ai une offre plus pénale et j'ai une offre chez Auguste de Gouzy et j'avais une excellente image de ce cabinet. Dès que j'allais au Forum du droit à Sciences Po ou autre part, il y a toujours une queue de 1 kilomètre. Je sais pas pourquoi, ils étaient très très à la mode. Ils sont toujours. Ils ont une bonne image. Auprès des. Mais parce qu'ils sont dynamiques, ils changent, ils essaient vraiment de bouger les lignes. Et donc j'avais une excellente image de ce cabinet. Et ça s'est fait comme ça, assez naturellement. Voilà. Pas d'histoire de feeling en rendez-vous, en entretien Non, pas vraiment. Ça s'est passé. Oui, le feeling est bien passé parce que sinon j'aurais pas eu d'offre. Mais les entretiens en cabinet, c'est rapide. Vous rencontrez 4 personnes en 2 jours et voilà. Donc non, j'ai pas d'histoire particulièrement
rigolote à raconter de ce côté-là. Non, non, mais c'est drôle parce que, enfin, on pourra y revenir à la fin de l'interview. Enfin, moi, je me reconnais beaucoup dans votre parcours. C'est vraiment ce truc de se laisser porter par ce vers quoi un CV nous mène, et aussi en entretien de, eux, ça s'est bien passé parce qu'ils m'ont recruté, mais de pas se poser la question de l'autre côté. Et moi, finalement, est-ce que, ne serait-ce que intuitivement dans la manière de présenter les choses, alors que les avocats que j'interviewe qui sont épanouis, pour la plupart, ils parlent depuis l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qu'ils disent, bah oui, moi j'ai adoré l'entretien parce que telle personne, j'ai eu un vrai feeling sur la manière dont on allait bosser, ce qui m'a été présenté. Enfin, donc c'est juste intéressant de voir ça. C'est vrai que si j'avais... Ouais, mais je pense que c'est peut-être aussi... Je sais pas, mais c'est vrai que si j'avais été peut-être plus... Enfin, j'ai eu un très bon feeling, hein. C'était... Je dis c'était parce qu'en fait, ils sont pratiquement tous partis maintenant. Mais une très belle équipe. Mais c'était pas une discussion de travail. On s'est pas projeté dans la manière de travailler. J'avais l'impression que c'était plus, il y avait besoin de quelqu'un en arbitrage. Moi, j'étais bilingue anglais, ça collait bien. Hop, 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 et puis ça s'est fait. Il n'y a pas eu de discussion sur un projet de ensemble, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, quoi. Non. Qu'est-ce que vous voulez pour votre carrière? Est-ce que ça coïncide avec ce que nous voulons pour... Ah non, mais enfin, j'aimerais bien savoir à qui ça arrive. Ça, écoutez, non mais vraiment, écoutez les parcours de mes frères d'avocats, parce que souvent c'est quelque chose qui ressort en fait. Oui, alors peut-être pour les personnes qui sont avocates aujourd'hui... et qui sont épanouies. Et qui ont mon âge. Parce que... Alors, je sais pas quel âge vous avez, mais... J'ai 30 ans. Mais non, parce que je me dis, c'est peut-être quelque chose qui arrive... sur qu'est-ce que vous voulez pour votre carrière et où est-ce que vous voulez arriver avant, quand on est junior. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression que la question, on ne vous la pose pas. Et je me demande si c'est pas des avocats qui sont associés aujourd'hui qui vous racontent ça. Non, des collabs, j'ai des collabs... Eh ben c'est super. Non, mais j'ai pas voilà, c'était quand même un bon entretien, hein, mais... Non, mais mais on c'est pas du tout pour le remettre en cause, c'est... Ouais. Non, mais c'est... Effectivement, non, c'était pas du tout... on m'a pas du tout demandé où est-ce que je voulais aller et où est-ce que je me voyais dans 10 ans et pourquoi faire. Et je pense pas qu'il y ait eu de coup de cœur en se disant mais c'est extraordinaire, on va travailler ensemble, on va faire de belles choses. Je pense que c'était plus pour le coup un match entre un CV et un besoin et par ailleurs voilà, des personnalités, mais voilà. non, mais moi je me reconnais tout à fait. Et comment se passe cette première collab, cette collab cette arrivée du coup dans un métier où on y va un peu frileux en se disant j'ai quand même pas fait toutes ces études pour rien, il faut que j'y aille. Non, mais j'étais assez excitée, je dois dire que l'équipe avait un côté assez... J'étais fière d'être dans cette équipe. Parce que, encore une fois, donc, c'était l'équipe qui était dirigée par Camille Ayri, qui est partie chez Cohen Emmanuel depuis. Il y avait Karine Duperron, Marie Danis, Benjamin Van Gaver, voilà, avec qui je travaillais principalement. Et en fait, Camille est quelqu'un que vous connaissez, qui a beaucoup de charisme, qui est assez inspirant... Voilà, donc, et les autres associés aussi, et je trouvais que c'était une équipe où les associés étaient jeunes, où les associés étaient dynamiques, le cabinet a quelque chose un peu qui dépote aussi, et je me disais que j'étais fière de faire du contentieux et de l'arbitrage dans cette équipe, parce que je trouvais qu'elles étaient quand même assez... elle avait une jolie image sur le marché. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé assez classiquement, je crois, où j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait du contentieux et de l'arbitrage. C'était vraiment jeté dans le grand bain. J'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup travaillé, encore une fois. Et voilà. Et c'est un métier qui est encore une fois qui est très exigeant mais qui est aussi passionnant. Moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est me plonger à chaque fois, c'est vraiment la beauté de l'arbitrage, du contentieux, c'est de se plonger à chaque fois dans le métier de quelqu'un d'autre. Ça a commencé à me questionner un moment, mais c'est vrai que j'adorais découvrir
comment j'ai passé des journées en expertise avec quelqu'un qui construisait des centrales nucléaires. La semaine d'après, je passais un certain nombre d'heures avec des personnes des entrepreneurs qui avaient créé un logiciel de traçabilité des produits dans les supermarchés. Enfin, j'étais vraiment, je découvrais des mondes et donc je trouvais que c'était vraiment intéressant de ce côté-là. Et vous avez dit que vous avez travaillé avec Camille Herry et que vous le trouviez inspirant. Et qu'est-ce qui vous inspirait chez lui? Puisque je trouve ça intéressant quand on travaille avec un boss qu'on trouve inspirant. Parce que ça veut dire quelque chose de soi aussi sur ce qu'on admire. J'ai travaillé avec lui, et pas que avec lui, mais quand j'ai travaillé avec lui, il a quelque chose que la place entière lui reconnaît. Il parle extrêmement bien, et c'est quelqu'un qui est curieux et qui il s'intéresse à beaucoup de choses. Il s'intéresse à beaucoup de choses et j'aime bien. Il a un côté assez poétique où en fait il aime rêver, il aime des choses qui sortent un peu du droit, il va chercher des références à gauche, à droite, il est toujours en train d'essayer d'en savoir plus. Il a un côté assez intello qu'ont beaucoup d'avocats, et donc ça c'est assez amusant. Et puis c'est une bête de scène, quoi. Très, très clairement. Moi, j'ai fait un dossier en cours d'appel avec lui qu'il avait attrapé en travaillant jusqu'à 3h du mat, parce qu'il avait eu le temps de s'y mettre peut-être que très peu de temps avant. C'était un gros dossier, je me suis demandé comment il allait faire, et honnêtement, sa prestation était scotchante. Et on passait, au milieu d'une queue de personnes qui attendaient toute la journée, n'en pouvant plus, et les affaires défilaient. Et quand il a pris la parole, il y a eu un silence pendant 40 minutes, et on a gagné. Donc c'est quelqu'un qui est très très doué. Et c'est intéressant parce que dans ce que vous dites, de ce qui vous inspire chez lui, il y a beaucoup de choses qui parlent du théâtre. Oui, c'est un homme de théâtre, hein, commercialement. En plus, je veux dire, il est capable de vous vendre une chaussette puante. Non, mais commercialement, il est très fort de ce point de vue-là. Mais au-delà de lui, en fait, ce que je trouve intéressant, c'est par rapport à vous, ce qui vous touchez, en fait, dans cette personne avec qui vous travaillez. Oui, clairement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment... Qu'est-ce qui se fait qu'à un moment, en fait, j'en avais un petit peu marre je déjeunais avec mes copains collab dans le 8e, comme beaucoup font, et puis on râlait lors du déjeuner, on se disait « j'ai encore pris trop cher », etc. Et bref, non mais on était contents, mais et puis je me suis dit en fait... On était contents de prendre cher. Non, on n'était pas contents de prendre cher, mais je veux dire, on n'était pas malheureux non plus, on n'était pas à plaindre, mais c'est vrai que... on avait nos petits griefs, etc. Et en fait, je me suis dit, c'est dramatique, quoi. Je sais pas quel âge j'avais entre 25 et 27, je sais plus. Et je me disais, je fais partie de cette infime minorité dans le monde des plus privilégiés. J'ai eu la chance d'aller faire des études à l'étranger. J'ai tout eu, j'ai tout pu faire. Et en fait, je vais au bureau le matin, un peu la boule au ventre. Et je suis pas complètement heureuse, et j'ai vraiment une responsabilité en fait d'être heureuse et d'être épanouie, et donc ça je me suis dit ça va pas, je peux pas continuer là comme ça. Mais comment c'est arrivé ça, alors ça a commencé comme ça, et en fait aussi au bureau, je pense que je sentais que ce qu'on attendait de moi, d'ailleurs ça m'a été dit texto, hein, mais qu'on m'attend de moi d'être un bon petit soldat. Et du coup, c'est pas que je pouvais pas le faire, je pouvais être un bon petit soldat, mais en fait, c'était réprimer une grosse partie de moi. Et la partie que je réprimais et que j'aurais pu mettre à profit dans ce métier, en fait, elle m'aurait été utile, mais plus tard. Et on me demandait pas d'avoir un excellent lien client, on me demandait pas
on me demandait pas ça en fait, pas maintenant, pas tout de suite, peut-être quand j'aurai 7 ans d'expérience, mais on me demandait de rester dans les rangs et d'exécuter. Et en fait, je me suis dit, mais je vais être malheureuse en fait, c'est pas moi en fait. Et donc là, ça m'a pas mal questionnée. Mais déjà, le fait d'en arriver à ça, ce retour sur soi en fait, ce retour sur, en fait, là, c'est pas moi, d'une part, et aussi, mais j'ai quand même une responsabilité d'être heureuse. Et là, alors que je fais partie des plus privilégiés, en fait, globalement, je me plains beaucoup. Voilà. Et c'est quand même dommage. Et encore une fois, je vous rejoins à 1000% parce que moi, c'est aussi clairement un peu le cheminement que j'ai fait. C'est-à-dire, j'ai quand même pas eu la chance de faire les études que je voulais. J'ai fait des beaux stages. Enfin, je veux dire, tout ça, ça doit pas être un fardeau. Ça doit être une liberté. Et donc, exactement. Mais ça a été un retour sur moi. Enfin, je saurais même pas expliquer ce qui fait qu'à un moment j'ai eu ce retour sur moi. Mais est-ce que vous vous souvenez un peu des circonstances Il y a eu un moment où enfin, oui et non, c'est-à-dire que c'est ce que je disais depuis le début, c'est que c'est des doutes qui sont revenus fréquemment. Je me suis dit, mais au secours, je me sens pas bien, sortez-moi de là, etc. Je me le suis dit plusieurs fois avant d'arriver. Ensuite, j'y suis allée, j'ai fait l'effort, j'ai pris tout ce qu'il y avait de bon à prendre, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses excellentes à prendre dans ce métier. Et puis, à un moment où je me suis dit, mais je suis pas moi. Et puis ces sacrifices, encore une fois, ne sont pas justifiés. Je me vois pas, j'ai pas l'impression qu'il faut que je serre les dents pendant 5 ans et que ça ira mieux après. Non, ça n'ira jamais mieux. Ces choses-là, ça ne va pas en s'améliorant. Et je ne vois pas de modèle au-dessus de moi qui m'inspire où je me retrouve totalement. Et j'ai eu une évaluation aussi à un moment qui m'a beaucoup questionnée, moi à titre personnel. Et juste à un moment, je me suis dit, bon, en fait, j'arrête de me plaindre à ma co-bureau, elle se reconnaîtra, et à mes amis. C'est pas du tout stylé d'être dans un gros cabinet, de travailler globalement jusqu'à 22h le soir et puis régulièrement bien plus tard. Ce qui est vraiment sympa, c'est d'être heureux et épanoui. Et donc, je me suis dit, soit je continue et j'arrête de me plaindre et je sais pourquoi je suis là, soit je change, et soit je suis vraiment pas bien et je change. Et du coup, j'ai commencé... ça a commencé encore un peu progressivement. J'avais fait un test de personnalité. J'avais une amie dont la mère était graphologue. Je lui avais demandé de faire mon analyse graphologique. Elle m'avait dit non parce que je te connais. Elle m'avait envoyé vers quelqu'un qui m'avait fait mon analyse graphologique et qui m'avait surtout fait faire le MBTI, qui est un test de personnalité, qui m'avait énormément parlé. Et je me suis dit, oh là là, je suis pas seule à être comme ça, etc. Donc ça m'avait déjà un peu détendue. Et ensuite, j'ai commencé, cette personne m'a envoyé vers un coach qui était spécialisé notamment en reconversion professionnelle et que j'ai commencé à voir et avec qui je travaillais pendant 4 mois, 2 heures. Le matin, j'arrivais à 8h et je repartais à 10h, j'arrivais à 10h30 au cabinet une fois par semaine pour faire ce coaching et pour me dire, ok, je veux savoir pourquoi. Si je suis là, il faut que j'assume. Mais c'est vrai que j'aurais sans doute pas pu aboutir ou alors j'aurais mis beaucoup plus de temps à aboutir dans ma réflexion toute seule. Et ouais, ça, je suis d'accord. Et ce processus, ça a été lié à cette évaluation qui vous a questionné ? Ou l'évaluation, c'est un truc au milieu où vous... L'évaluation... non, l'évaluation... En fait, c'est juste que ça m'a... Il s'est rien passé extraordinaire, mais c'est juste qu'on m'a dit effectivement, il faut que tu sois un bon petit soldat, etc. Il y avait effectivement eu un clash avec une personne de l'équipe, mais ça c'est très personnel et puis d'ailleurs c'est rien du tout, mais c'est juste typique, c'est des choses qui arrivent tout le temps en cabinet. C'était pas avec un associé et je m'étais dit mais en fait juste là ça m'a un peu coupé les ailes en fait. Je m'étais un peu dit je fais l'effort, je m'accroche, etc. Et là je me suis dit en fait vous savez quoi, ça m'a un peu, c'est juste que ça a été fatiguée. Ouais, je suis là. Non mais oui, je me suis dit en fait voilà, je me suis dit c'est idiot parce que j'ai la force de travail et que
en fait, on me dit il faut que tu sois un bon petit soldat et puis tu peux avoir un bon relationnel, etc. Mais en fait, c'est pas ce qu'on me demande. Alors que ça peut être... Et je me suis dit, mais c'est tellement dommage de pas exploiter. Mais c'est le système qui est comme ça et c'est normal hein, qu'un junior, il doit être dans la production, dans l'exécution. Et c'est pour ça qu'il faut aimer le noir. Enfin, il faut s'accrocher à quelque chose, sinon c'est trop aride. Mais je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'exploite pas toutes mes aptitudes? Mes compétences, je les ai. Je fais je bossais 2200 heures par an et ça se passait bien. Mais je me suis dit, mais voilà, en termes d'exploitation des talents des uns et des autres, mais voilà, ils n'étaient pas là pour exploiter mes talents. Et ce coaching alors ça vous a fait du bien Ah oui, non mais ce coaching, ça m'a aidé à réfléchir. C'est pas un coaching, c'est pas un exercice. En tout cas, ceux qui le font comme ça le font mal, je pense. Mais c'est pas quelqu'un qui vous dit, voilà, vous devez faire ça, et c'est ça votre job adéquat, etc. Mais c'est quelqu'un qui vous aide à structurer vos pensées. Et moi, ça m'a fait... J'étais quand même très très bloquée en arrivant. Ça m'a fait tomber beaucoup de barrières psychologiques. Je pense que sans ce coaching, j'aurais pu rester 4 ans de plus, même voire plus, dans cette équipe et en cabinet en général, juste parce que j'étais pétrifiée à l'idée de déposer une démission. Et ça m'a ordonné, ça m'a appris à réfléchir, ça m'a fait tomber beaucoup de tabous. Et en fait, il y a une chose peut-être que je retiens, qui est qu'au-delà des compétences sur lesquelles en fait on est dans un système en France où on met énormément l'appui sur les compétences, donc les compétences qu'on acquiert dans le cadre scolaire, dans le cadre des études, dans le cadre professionnel, ça c'est de l'acquis. Et au-delà de ça, il y a des aptitudes, c'est-à-dire ce que chacun fait naturellement et donc mieux que les autres puisque plus spontané et plus fidèle à soi. Et on a tous des choses où on est meilleur que son voisin. Voilà. Si je vous demande, voilà, je suis sûre que vous êtes meilleur que votre meilleure amie pour faire certaines choses, et puis elle est meilleure que vous. Enfin, c'est quelque chose de naturel. Et ça, on n'est pas du tout dans un système où on est poussé à réfléchir à ça. Et en fait, pour être épanoui dans son métier, il faut trouver quelque chose qui allie les deux. Et voilà, et en fait, on n'est pas du tout on est dans un système français de pure compétence. Et là où j'ai réalisé qu'en fait, on peut arriver au même résultat que les autres en fournissant un effort différent. Parce qu'on a les mêmes compétences, parce qu'on a l'acquis, donc on est capable d'arriver au même résultat. Mais pour certains, ça va être beaucoup plus facile parce que moins douloureux, beaucoup plus inné, beaucoup plus fidèle à sa nature. Et pour l'autre, il va vraiment prendre sur soi. Et je pense que j'étais plus dans la deuxième catégorie dans le métier d'avocat. Ouais. Et du coup, le coaching, qu'est-ce que ça vous a révélé par rapport à vos aptitudes, justement? En fait, ça m'a révélé... une intuition, ça vous apprend déjà à voir si vous connaissez bien. Et vous connaissiez bien ou pas? Je me connaissais bien, ouais, je pense que je me connaissais pas mal. Mais en fait, c'était mettre des mots systématisés. Il y a pas mal d'exercices très 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 concrets qu'on fait dans le cadre de cet exercice qui permet de mettre des mots et de surtout d'avoir une intuition de ce qu'on est et ce qu'on sait faire et là où on est bon, c'est une chose, mais de se rendre compte que c'est validé par l'ensemble des gens autour de vous, c'est soulageant, ouais. C'est fou. Et l'exercice, c'était vraiment aussi de voir comment est-ce que j'étais perçue par les autres, dans mes points positifs, dans mes points moins positifs, et donc de voir que en fait c'était les mêmes choses qui revenaient à chaque fois. Et ça permet d'ancrer dans du réel en fait, et de se dire c'est pas juste moi je me sens comme ça, etc. C'est je suis comme ça, et en fait ce qu'on appelle des défauts, mais sont en fait une qualité qui est mal gérée ou mal proportionnée dans un contexte particulier, mais c'est toujours le reflet de ce que pas adapté à un contexte. Ouais. Voilà. Mais c'est drôle parce que moi aussi c'est un gros élément qui m'a fait vachement de bien dans ma reconversion. Ça a été quand j'ai fait un 360. Ouais. Et où je me suis rendu compte que des personnes de mon entourage de milieux très différents, famille, amis avec qui j'ai travaillé ou étudié, amis avec qui j'ai jamais travaillé ou étudié, enfin, en me faisant un retour, souligner des choses qui allaient complètement dans le même sens. Et là, je me suis dit, bon, ok. Et que c'est aussi pour ça qu'il m'aimait ou qu'il me... Oui, bien sûr.
qui m'apprécie et donc je me retrouve tout à fait là-dedans dans le fait d'ancrer dans la perception aussi, dans le réel. Et donc vous avez par exemple la qualité du lien avec du relationnel, du lien avec c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Ça revenait beaucoup, c'était la disponibilité, c'était la communication, le lien, la franchise, c'était faudrait que je retrouve tous les adjectifs, mais c'était vraiment flagrant, quoi. C'était les mêmes adjectifs qui revenaient vraiment très souvent. Et partant de là, du coup, départ. Voilà, et partant de là, l'idée c'est d'essayer de trouver un milieu professionnel qui matche ses aptitudes et en même temps de permettre de capitaliser sur les compétences, donc ce qui est vraiment acquis. Et puis donc là, il y a toute une phase d'investigation, de rencontrer des gens, de les faire parler, d'essayer de voir où, pourquoi, avec qui, qu'est-ce qu'ils font. Ça c'est super aussi comme moment. Et puis... Et où vous ont mené vos explorations ? Mes explorations se sont assez vite tournées vers... alors au début, le côté RH, c'était un petit peu envisagé parce que c'est une des voies de reconversion à laquelle on peut penser peut-être plus rapidement quand on est avocat, quoique je faisais pas du droit social. Et en fait, j'ai pensé au recrutement et ça s'est fait assez pareil, assez naturellement. Je pense que quand on s'aide aussi, la vie vous aide un peu. Et j'avais une amie, plutôt une amie d'amis, qui faisait ça, qui faisait du recrutement chez Robert Walters. Et en fin de dîner, qui m'a parlé de son métier, qui me disait que c'était super, etc. Et je l'ai rappelé, je lui ai dit, il faut vraiment qu'on en reparle. Et je l'ai fait parler toute une soirée chez moi. Et puis, donc, j'ai commencé le métier du recrutement. Ça a fait tilt et j'ai commencé à m'intéresser. Et en fait, à chaque fois que j'essayais de m'intéresser, je retrouvais en fait des gens qui étaient dans l'équipe que j'ai fini par rejoindre. C'est-à-dire que j'avais une copine de l'EFB qui connaissait quelqu'un qui était sur Robert Walters. J'avais le mari de ma cousine qui était dans une autre équipe. J'avais un copain qui était à King's avec moi que j'ai retrouvé qui était dans cette équipe-là. J'avais une ancienne d'Auguste et de Bouzy aussi. Enfin, tous les chemins, à chaque fois que je posais une question et que j'essayais de m'intéresser ou que je demandais d'essayer de... Voilà, c'était vraiment... Ça revenait dans cette équipe, enfin, dans ce cabinet, parce qu'ils ne sont pas tous dans mon équipe. Et vous vous souvenez du moment où vous avez démissionné ? Ah oui, bien sûr, je m'en souviens très bien. En fait, déjà, je me suis dit, mais franchement, je vais démissionner pour devenir chasseur de tête, mais... Déjà, je quitte avec profession. Alors, c'était quand même la honte absolue. Enfin, c'est pas la honte absolue, mais on a qu'une trouille. Enfin, on se dit, voilà, je suis vraiment c'est celle qui a pas réussi, quoi. Qui s'est pas assez accrochée. Et puis après, tout le monde va dire un peu à posteriori, non mais ça m'étonne pas, etc. Les gens sont aussi assez rapides pour critiquer. Enfin, je me disais au début, c'était vraiment l'idée où je me dis, mais vous vous rendez pas compte, enfin, je ne peux pas. Moi, j'ai été embauchée par Camille. Je me souviens d'une phrase qu'il m'a dit quand même en entretien. Il m'a dit, moi, j'embauche pas les gens pour qu'ils partent au bout de 2 ans. Il y a personne dans mon équipe qui est parti depuis 5 ans. Donc moi, ça, il m'avait dit, mais si j'embauche les gens, c'est vraiment pour vous, pour que vous gardez, pour qu'on reste en tant qu'équipe. Il le disait souvent en réunion client. Et je me suis dit, mais c'est horrible, mais je vais me faire envoyer... et puis surtout le mépris. En plus, non seulement je pars, mais en plus je vais faire un métier qui est méprisé par beaucoup de monde. Donc je me suis dit, mais j'étais hyper... au début, l'idée, je me suis dit, je peux pas démissionner. C'est très amusant ce coaching, mais en fait, je peux pas. Et puis, et finalement, en fait, quand j'ai rencontré pas mal de personnes qui faisaient ce métier et que j'étais sûre de moi, j'étais sûre de moi, en fait. Et je m'en fichais complètement de ce qu'on pouvait penser, etc. Et je pense que ça change tout, en fait. Et donc je suis allée lui demander un rendez-vous. Je pense qu'il a compris parce que je lui demandais un tête-à-tête. Donc en tout cas, il a compris que j'avais des choses à lui dire. Et en fait, il a été très sympa. Enfin, il m'a dit ah oui, ok, c'est intéressant. Mais ça, c'est parce qu'il est très malin aussi. Et je sais pas si ça l'a étonné ou pas. Je sais même pas si lui s'en souvient. Mais en tout cas, aucun reproche, plutôt
plutôt encourageant. Ça l'a intéressé, hein, c'est sa qualité, il est curieux. Il s'est dit pourquoi pas, et voilà. Il m'a du coup laissé partir avec une bonne image de lui. Enfin, en tout cas, je l'ai trouvé très smart sur ce coup-là, et je suis qu'une petite goutte d'eau dans l'océan, hein, mais c'est juste que du coup, je pouvais pas. Il m'a laissé partir en bon terme, il avait raison. Ouais, mais de goutte d'eau en goutte d'eau, c'est tout un truc maintenant dans les ressources humaines de dire il faut aussi soigner les départs des personnes, parce que quelles que soient les circonstances, ça va faire partie, que vous le vouliez ou non, des gens qui parlent de votre entreprise. Et vous avez plutôt envie qu'ils partent pas dans des situations traumatisantes, parce qu'en fait, c'est autant de gouttes d'eau qui parlent mal de vous, et ça vous avantage pas après. Bien sûr. Et donc, c'est qu'une goutte d'eau, mais c'est une goutte d'eau parmi d'autres qui fait que... Mais il faut être intelligent pour réfléchir comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'ego dans ce métier. Et puis, pour en voir maintenant toute la journée, j'ai tellement d'avocats, parce que je parlais de moi, mais c'est quelque chose qui est ressenti par beaucoup de collaborateurs. Même pour changer de cabinet ou aller en entreprise, il y a le côté, ça va être vécu comme une trahison. Il y a tellement de liens un peu émotionnels et malsain parce que pas professionnel en fait. At the end of the day, it's business quoi. Donc j'ai écrit un article que je vais bientôt publier en disant c'est fou à quel point c'est une profession qui a réussi à faire passer une sorte de message que limite les jeunes doivent être redevables, avoir une espèce de reconnaissance du simple fait d'avoir été embauché, et on en oublie que en fait on n'est pas embauché pour rien quoi. Enfin je veux dire que c'est complètement synalagmatique, et que eux aussi nous doivent une certaine doivent à leurs collaborateurs une reconnaissance de traiter ces dossiers, parce que sans leurs collaborateurs ils avancent pas. Bien sûr. Et c'est fou parce que alors qu'on est dans un équilibre de besoins, on a un collaborateur qui a besoin de faire ses armes, de grandir, d'apprendre, et on a un patron qui a besoin de quelqu'un pour l'aider dans la gestion des dossiers. Il y a un déséquilibre absolu de sentiment par rapport à la loyauté et aux liens et à la pression qu'on se met. Et ça, c'est dingue. Enfin, moi, dans Fleur d'Avocat et via ce que je fais, j'essaye de travailler là-dessus et de rappeler aux jeunes que ça va dans les deux sens. Alors, c'est vrai qu'il y a plus d'interchangeabilité entre un collab et un autre collab qu'entre un associé et un autre associé. Donc, bien sûr. C'est la réalité, mais c'est comme ça partout. Et après, c'est juste que alors, d'une part, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui impressionnent, qui sont associées, parce que c'est, encore une fois, tellement dur que ceux qui ont arrivé ont quelque chose en plus. Surtout aujourd'hui où c'est extrêmement compétitif. Donc, il y a quelque chose qui est assez impressionnant. Il y a des personnes qui vous apprennent, qui sont aussi parfois... qui c'est pas du management, parfois c'est soit par la peur, soit par un temps un peu cassant, et puis il y a un côté très caractériel, parce que des gens qui ont vécu des choses dures, qui se sont durcis. Ce que je disais au début, c'est que je me disais, pour être une star dans ce métier, il faut vraiment se durcir, et donc il y a un côté quand même un peu une admiration, un peu peur, et puis je pense aussi que effectivement, c'est exactement ce que vous dites, c'est que le jour où ils perdent leurs 3 plus gros dossiers, mais ils ont aucun problème à vous laisser partir, mais aucun. Et c'est ça, et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça le milieu professionnel. Mais c'est pour ça qu'il faut remettre un peu les choses dans son contexte, c'est-à-dire que tant que vous leur êtes utile, très bien. Et puis si on s'entend bien, tant mieux. Mais demain ils perdent leurs 4 plus gros clients, c'est ciao bye bye, il y a pas de problème. Donc vous, c'est votre vie. Il y a un moment, et personne va la vivre à votre place, quoi. Donc mais ça, je m'épuise aussi un peu à le dire, et c'est pour ça que je suis contente de le dire aussi aux candidats que je vois qui hésitent, qui sont en souffrance. C'est qu'il y a un moment, en fait, on est responsable de sa propre vie. Bon, en tout cas, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les foudres que vous avez craint à un moment, même si vous vous êtes libéré de cette crainte par l'affirmation de votre désir, elles ne sont même pas arrivées. Donc finalement, ça a été un départ doublement bien, même si je suppose quand même un peu émotif. Enfin, ouais. c'est jamais facile.
En fait, ça s'est bien passé parce que j'étais sûre de moi. J'étais heureuse, excitée à l'idée de commencer ce nouveau challenge. Et voilà. Et puis en fait, ça se passe plus fréquemment comme ça que ce qu'on pense, je pense. Et votre papa dans tout ça? C'est une bonne question et c'est vrai que c'est pertinent parce que avant même évidemment de démissionner, etc., mais quand j'ai commencé à réaliser que je voulais bouger et que j'avais pensé à ce métier, je me souviens que j'ai déjeuné avec lui. Je lui ai demandé est-ce qu'on peut déjeuner ensemble, etc. On a déjeuné ensemble pas très loin de Auguste et de Wouzy. Et j'ai quand même passé 1h30, 2 heures à lui expliquer le raisonnement. Enfin, il a fallu que j'ai vraiment un discours abouti et que moi-même je sois convaincue pour le convaincre. Et je dis ça parce qu'en fait, ça veut dire que c'est important pour moi qu'il soit convaincu aussi. En tout cas, qu'il voit que c'était sous-tendu, qu'il y avait une vraie réflexion derrière, que c'était réfléchi, que j'étais sûre de moi. Caprice, ouais. Et bizarrement, c'est quand même beaucoup mieux passé aussi quand j'étais sûre de moi et que c'était pas juste pour dire je suis malheureuse, je me plains, ça va pas. En fait, j'ai apporté des solutions, j'avais réfléchi et j'étais assez excitée. Et il m'a dit bon, bah très bien, voilà. Et j'étais une grande fille, hein, j'avais pas besoin de son. En vrai, j'avais pas besoin de son aval, mais finalement, j'aurais été moins libre si je l'avais pas eu, je pense. Enfin, ça m'a libérée aussi de l'avoir. Donc, une fois la conviction apportée, du soutien familial, quoi. Ouais, bah c'est vrai que ça compte pour beaucoup, hein, ça fait partie aussi des liens. Et vos confrères, vos amis et confrères? Et mes confrères, tout le monde l'a rien pris. Je sais pas ce qu'il s'est dit entre. Non, mais qu'est-ce qu'il vous disait à vous? Ben moi, il me disait ah bon, super. Et en fait, j'avais même pas envie de. Enfin, il me disait, ils m'ont pas du tout questionné. Non, ils ont trouvé ça super. Enfin, ils m'ont tous pas questionné dans le sens douter ou. J'ai eu que des réactions très positives. Honnêtement, j'ai eu que des réactions très positives. On dit que ça me correspondait, que c'était super, pourquoi pas. Et les gens me voyaient heureuse et voilà. Et j'ai eu 2-3 personnes qui m'ont dit mais je t'en supplie, raconte-moi, parle-moi comment t'as fait. Moi aussi, j'ai réfléchi. J'ai pas mal de langues qui sont déliées. Ça inspire et ça perturbe aussi peut-être d'avoir quelqu'un qui sort du truc, je pense. Mais honnêtement, j'ai eu que du positif. Encore une fois, hein, je le fais dire pour que les auditeurs se rendent compte que... J'ai eu que des positifs parce que j'étais convaincue, parce que pour moi c'était positif. Je pense que si j'avais été un peu moins enthousiaste, un peu moins sûre de moi, etc., les gens se seraient engouffrés dans la brèche. Mais là, il n'y avait pas de porte ouverte en fait. C'était bon. Je savais pas ce que je ferais dans 10 ans, mais en tout cas, j'étais assez excitée de ce qu'il y avait ensuite. Et vous avez tout de suite commencé chez Robert Walters ou vous avez eu un petit break ou comment ça s'est passé? Non, j'ai eu un break d'été. J'ai pris 2 mois et demi de vacances. J'ai pris. Le bonheur. Ouais. j'ai pas pris 6 mois, je peux aller faire un tour du monde, mais non, j'ai dû partir en mi-juillet. Ah non, peut-être pas 2 mois en plus. J'ai dû partir mi-juillet ou quelque chose comme ça. J'ai commencé en septembre chez Robert Walters. Et alors? Ça fait combien de temps déjà? Ça fait 3 ans. Ok. 3 ans. Et alors, honnêtement, c'est un très beau métier, quoi. C'est génial. C'est vraiment un métier, c'est super. Il y a beaucoup de choses à faire. Je sais pas par où commencer, en fait. Il y a beaucoup de choses à dire aussi. Mais globalement, c'était un bon match. Voilà. Mais... Pas de déception par rapport à la... Non. Ouais. Non, pas de déception. Et vous vous retrouvez dans cette... possibilité d'exploiter vos talents en fait. Absolument, mais pour revenir, donc non, pas de déception. Déjà, je suis dans une équipe où on est tous anciens avocats, donc ça change et ça limite aussi le changement et voilà, on a un peu les mêmes codes, les mêmes exigences, la même école de rigueur et la même envie d'excellence. Enfin voilà, il y a quand même, on a tous été à la même école, donc ça rassure. Et puis mes clients sont toujours les mêmes en fait, donc sont toujours des directeurs juridiques, des directeurs fiscaux, directeurs conformité, mais grosso modo, je suis en direct avec les mêmes clients qu'avant, mais évidemment, comme je vais le dire, en direct, et c'est moi qui ai voilà. Donc il y a un côté où il y avait quand même pas mal, et puis la population de candidats
avec qui j'interagis sont soit avocats, soit juristes. Donc pareil, je reste dans un monde qui est quand même qui est pas trop. Il y avait beaucoup encore de choses que je gardais. Ça fait partie de mes questions, mais tant pis, je saute dedans maintenant, tout de suite. Non, mais il n'y a pas de problème. Au contraire, merci. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir été avocat? Le fait mais vous venez de le dire, c'est la formation, la rigueur, l'éthique professionnelle, une manière de travailler, une manière de réfléchir, et puis le réseau et donc les codes de certains réseaux. Ouais. Les codes, la rigueur, la compréhension de la matière, parce que si on ne comprend pas ce que vos clients et vos candidats font, c'est compliqué, c'est sûr. Et puis, de façon très cynique aussi, c'est une carte de visite, clairement. Et je dis ça parce que c'est vrai, et aussi parce que je pense que j'ai perdu le fil de mes idées. Carte de visite, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être avocat? Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous vouliez dire, parce que peut-être qu'on pense la même chose, que les avocats sous-estiment à quel point est-ce qu'ils sont appréciés à l'extérieur de la profession pour leurs compétences? Non. Non, je voulais pas dire ça. Et on peut revenir là-dessus. Mais ce que je voulais dire, c'était que c'était un métier qui n'est pas réglementé, que tout le monde peut s'inventer chasseur de tête du jour au lendemain, poser. Enfin voilà, c'est un métier que tout le monde peut faire. Et en fait, du coup, c'est un métier qui est mal fait par beaucoup de personnes. Donc qui pâtit d'une image compliquée parfois. Mais l'avantage de cela, c'est que quand vous le faites bien, et que vous y mettez vraiment votre cœur et que vous mettez l'effort et que vous mettez les formes et que vous êtes hyper rigoureux, en fait vous avez un avantage compétitif qui est énorme. Parce que quand vous attrapez un client et qu'il voit que vous travaillez bien, que vous êtes sérieuse, que vous travaillez beaucoup, que les deadlines sont tenues, en fait il vous lâche pas parce que c'est rare de trouver des gens qui travaillent comme ça. Et ça vient aussi de ma formation. Voilà. Et pour répondre à la question précédente... Mais oui, mais qui en plus, c'est super parce que j'en profite pour mettre en avant votre expertise en recrutement et donc sur le milieu du travail en général, qui intéressera sûrement les avocats qui nous écoutent, qui peut-être, pour un certain nombre d'entre eux, se posent des questions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Du fait que la formation des avocats est une bonne carte de visite à l'extérieur. Ouais. Honnêtement, moi c'est une bonne carte de visite parce que justement dans mon métier ça rassure d'avoir mes clients sont rassurés de voir une ancienne avocate qui a exercé plusieurs années dans ce métier plutôt que de voir effectivement une personne lambda qui s'invente chasseur de tête du jour au lendemain, c'est sûr. Donc pour mon métier ça sert. Après pour le reste de la vie ça envoie beaucoup de messages d'être avocat. Je suis pas, ça c'est sûr. Certains qui sont très positifs. Après, est-ce que ça sert comme carte de visite de façon générale? Je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que c'est un monde très particulier. C'est un monde qui est très fermé sur soi. Et moi, je ne recrute que pour l'entreprise. Donc mes clients sont, en tout cas aujourd'hui, ne sont que des sociétés. Donc je ne recrute pas pour les cabinets d'avocats. Au contraire, je vais leur piquer leurs avocats. Et en fait, ce que je regrette, et ça je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie à faire, même peut-être auprès des étudiants, auprès des cabinets, des avocats, et j'essaie de le faire en entretien, c'est que c'est un microcosme, le milieu des avocats. Des cabinets d'avocats à Paris... il y a peut-être 50, ça se compte sur le doigt de la main et c'est tout, mais c'est un micro-marché. Et au-delà de ce marché, vous avez... Moi, je dis souvent ça, c'est comparer le lac Léman avec l'océan Atlantique. Enfin, c'est minuscule, en fait. Et le problème, c'est qu'il se déconnecte un petit peu de la réalité d'un monde économique qui est bien plus grand que ça. Et en fait, il y a une diversité, il y a tellement de choses et qu'il y a un autre monde. Et en fait, l'économie ne part pas, c'est pas eux qui sont créateurs de valeur, hein. Pardon, mais ils ont un côté entrepreneur, sans doute. Mais
Mais c'est l'entreprise qui crée de la valeur. Et ils connaissent très très mal l'entreprise, ils connaissent mal ce monde, ils ont souvent beaucoup de préjugés sur ce que c'est que l'entreprise. Et pour rebondir sur ce que vous disiez il y a 2 minutes, autant je pense qu'il y a quelques années, les clients direction juridique ne juraient que par il me faut des anciens avocats, et même s'ils ont 10-12 ans d'expérience, etc. Et aujourd'hui, le préjugé, il va dans les deux sens. Et moi, j'ai de plus en plus de direction juridique et de clients qui me disent en fait, oui, je veux toujours un avocat parce que enfin, il y en a beaucoup qui me disent je veux pas d'avocat, surtout pas. Et il y en a beaucoup qui me disent je veux un avocat, mais qui ait déjà fait un passage en entreprise. Parce que c'est pas le même métier, ils connaissent pas l'entreprise. Et si je peux juste, c'est vraiment un danger dans lequel il faut pas tomber. Parce qu'il y a un problème, là, pour le coup, d'ego et d'humilité par rapport à ce qui se passe en entreprise, qui fait que ça leur crée vraiment des freins et des barrières. Et donc, la carte de visite, oui, mais je veux dire, l'avocat sympa, humble, qui s'intéresse un petit peu à ce qui se passe en dehors, etc., c'est celui qui va vraiment avoir une belle carrière en dehors de cabinet d'avocat, j'entends. Mais si vous n'avez pas ces qualités-là, c'est très compliqué, c'est très très compliqué. J'ai interviewé hier, alors je vais pas citer son nom parce que je vais vous diffuser avant lui, mais c'est un avocat qui est devenu avocat après avoir d'abord exercé en cabinet de conseil dans le secteur des nouvelles technologies. Et lui, en fait, il est devenu avocat parce qu'il avait une tellement bonne connaissance du client, qu'il s'est rendu compte qu'il y avait un besoin comme avocat qui était non satisfait sur la place. Et qui s'est lancé comme ça, mais en fait c'est d'abord parti de la connaissance du client et des besoins du client. Et je trouve ça intéressant ce que vous dites parce que il expliquait que quand il s'est installé, il avait besoin de pluridisciplinarité et qu'il a essayé de travailler, de travailler avec d'autres avocats. Et il disait mais en fait, on se retrouvait, alors peut-être par manque de connaissances, voilà, mais avec des consultations où la personne elle se mouille pas, qui du coup ne correspond pas du tout. Et c'est vrai que pour commencer à connaître des anciens avocats qui sont passés en entreprise ou même des personnes qui ont directement été juristes d'entreprise, ils disent mais moi je suis obligée de comprendre le business. Et ça c'est... Donc quelque part j'ai même envie de dire que ce soit parce que vous pensez à une reconversion en continuant à être juriste ou que ce soit parce que... Et puis en fait même dans n'importe quel métier... il faut d'abord comprendre son client et comprendre son besoin et ça marchera aussi si vous voulez évoluer comme avocat et donc voilà. Mais ça c'est intéressant de le souligner, je pense que c'est très utile pour les... Absolument, j'ai une anecdote là-dessus et je suis bien contente depuis que cette personne m'a dit ça, je le dis de temps en temps parce que ça me permet de ne pas engager juste ce que je dis, mais quand je dis que c'est pas le même métier et que j'ai 2 petites anecdotes. La première, c'est que il y a pas longtemps, j'ai rencontré la secrétaire générale de la SCOR, Claire Legal Robinson, qui est une ancienne avocate qui a été 15 ans en cabinet, en M&A, chez Skadden. Enfin voilà, quelqu'un d'honnêtement, une avocate qui était brillante. Elle était associée elle est partie pour s'associer dans un autre cabinet après Skadden, mais elle est c'était quelqu'un qui marchait très très bien en cabinet. Elle s'est fait débaucher par son client, la SCOR, et j'espère qu'elle me pardonnera de la citer, mais je pense que c'est très intéressant. Et elle me disait honnêtement, moi je lui ai dit ça et puis elle m'a dit mais c'est vrai ce que vous me dites parce que je pensais que je connaissais mes clients, je pensais que j'avais compris leurs besoins. Et quand même, pour passer 15 ans en cabinet, en fusion acquisition, et pour être dans les cabinets dans lesquels elle est passée, etc., elle était forcément très orientée client, et puis avoir développé la clientèle qu'elle avait développée, elle me dit vraiment, je le pensais, et je suis arrivée là où je suis, et je me rends compte que, honnêtement, il y avait encore beaucoup à faire, et c'était pas le cas, en fait. Il y avait beaucoup de choses que j'avais pas compris et je ne savais pas. Et ça m'a fait plaisir d'entendre ça de sa part parce que je pense que c'est vrai en fait. Une autre anecdote, on a placé un avocat fiscaliste qui était un petit peu la star dans ses équipes de Big Four, etc. On est vraiment allé le chercher, etc. Et c'était quelqu'un de très bien, qui a un petit peu hésité, il passe en entreprise, etc. Il est passé dans le fond d'un gros groupe industriel. Et on nous appelle 3-4 mois après son arrivée, et notre client nous dit...
on a un petit problème. Un tel donc est en train de négocier avec l'accueil pour transformer son badge en badge de nuit pour revenir à nuit pour travailler. Parce qu'il était juste tellement stressé, il se retrouvait sur des tables rondes avec Lazare et Rothschild et on lui demandait bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Quelle est la décision ? Et en fait, il était pétrifié et il s'est dit mais je sais pas, laissez-moi aller faire des recherches et dans 10 jours je vous ponds un mémo et on verra. Non mais je caricature, mais grosso modo, on ne prend pas de décision quand on est en cabinet d'avocat. C'est pas vous qui tranchez, c'est pas vous qui prenez la décision business. Et ça, c'est une des grosses différences. C'est qu'à un moment, on fait pas que du droit quand on est en entreprise et qu'on décide. Et parfois, on est conscient que juridiquement, c'est pas forcément pur et parfait. Et bien sûr que les avocats le savent de temps en temps aussi. Mais je veux dire, voilà, il y a tout un aspect quand même qui est différent. Mais ça me fait rigoler cette histoire. Enfin, nous, sur le moment, on a trouvé ça rigolo. Et pour en revenir à vous, donc quand même le plaisir d'être dans la pleine expression de ce qui vous va, quoi. Bah oui, c'est sûr que je me nie pas du tout. Il y a un côté humain très très fort dans mon métier. C'est peut-être celui qu'on voit le plus de l'extérieur. Je passe mon temps à rencontrer des personnes. Et donc de m'enrichir d'eux en fait. Je fais un peu ce que je faisais, ce qui me plaisait en cabinet d'avocat. Je pompe un petit peu le meilleur de chacun pour essayer de voilà. Et donc je m'enrichis des autres, c'est super. Et de mes clients aussi parce que j'apprends. Je suis invitée, on me donne les clés et on m'explique comment ça se passe, les projets, les plans de croissance à 3 ans, la situation, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va mal, pourquoi ça va mal, où est-ce qu'on va, les équipes, comment c'est structuré, leurs challenges, etc. Et je vois tout de l'intérieur. Et puis pour le vendre, il faut que j'apprenne un petit peu, enfin que je comprenne un petit peu ce qu'ils font, entre la pharma, la construction, la banque d'investissement, enfin c'est super. Donc j'apprends plein de choses et je suis invitée dans plein de groupes différents, c'est génial. Et puis il y a le côté aussi commercial qui est très fort et donc qui demande aussi beaucoup de résilience, beaucoup de persévérance, de persuasion, qui passe pas par simplement le discours et le relationnel, mais qui passe aussi qui passe beaucoup par ça, hein, mais qui passe par essayer d'inspirer confiance. Et voilà, et puis encore une fois, il y a un champ des possibles, il y a beaucoup de choses à faire, donc c'est ça qui est super. Bon, génial. Est-ce que vous avez une source d'inspiration actuellement ? J'ai toujours un peu du mal avec ces questions de une chose ou des, enfin je veux dire voilà. Ouais, j'essaye de parce que c'est comme ça peut être la dernière chose qui vous a inspiré. C'est pas nécessairement un truc qui doit chapeauter toute votre vie, mais je sais pas, un livre qui vous a particulièrement marqué ou une peinture ou une pièce de théâtre, n'importe. La dernière chose qui m'a inspirée, non mais j'ai l'impression que je parle que de ça, mais la dernière chose qui m'a inspirée, j'ai rencontré une actrice hyper connue en Angleterre la semaine dernière à Londres et je déjeunais avec elle, c'était la femme d'un ami d'amis et j'avoue que ça m'a inspirée parce que je trouve que il y a dans ces milieux anglo-saxons, déjà je les trouve très très doués pour ce genre d'art. Et puis je trouve qu'il y a une vraie liberté et d'être soi. À Paris, j'allais dire en France, mais à Paris particulièrement, il y a c'est très codifié, c'est très conventionnel, c'est très, voilà, il y a une façon d'être. On est très dans un moule. Et moi, j'aime bien la fantaisie des anglo-saxons. J'aime bien, quand je vais à Londres, je trouve qu'on peut être qui on veut, on s'en fiche. Les gens, cheveux roses dans le métro, personne ne vous regarde bizarrement. Bref, ça c'est juste pour un exemple. Mais cette fille-là, elle fait pas mal de cinéma et je sais pas, je trouve qu'il y a une vraie liberté dans son choix et dans ce qu'elle a fait qui m'a pas mal inspirée. Voilà. Et ça, c'était la dernière chose qui m'inspirait. Non, c'est super. Moi aussi, mes inspirations, c'est beaucoup les personnes que je rencontre. Ouais. Donc je me retrouve aussi. Ouais, et puis globalement, c'est les personnes qui sont heureuses dans ce qu'ils font, de façon plus terre à terre. Hier, j'ai passé un entretien avec justement
quelqu'un qui a commencé en entreprise, qui maintenant est dans un cabinet d'avocats, un gros cabinet, et on échangeait, et c'est une question que j'ai souvent en entretien, c'est soit on me dit ça fait 8 ans que je suis dans la même boîte, il faut absolument que je change, c'est pour ça que je suis là, il faut, ou alors oui, il faut pour évoluer, il faut, je sais pas s'il faut, c'est vrai qu'il y a des vérités générales, c'est vrai que c'est mieux quand en entreprise de pas forcément rester 10 ans de façon générale, c'est vrai que, je sais pas, en fait je me rends compte, plus je rencontre de gens, plus je vois de carrière, plus il faut rien du tout, il faut simplement être heureux dans ce qu'on fait et aimer ce qu'on fait, parce que ça transparaît. Et je vois des personnes qui cochent toutes les cases, mais qui viennent me voir et qui sont épuisées, qui ont perdu leur inspiration, qui sont endormies dans leur poste, ou qui sont en souffrance, et qui me disent non mais de toute façon, des gens super talentueux, des personnes, des avocats, en parlant d'avocats, mais qui en peuvent plus et qui me disent non mais je m'accroche, et ils me disent non mais là ça devient, et parfois c'est borderline harcèlement, choses comme ça, j'en vois des cas comme ça. Et ils veulent pas démissionner parce qu'ils disent non mais si je démissionne, je serai plus attrayant si je suis toujours mal collab, et je me dis en fait on s'en fiche, vous serez plus attrayant parce que vous êtes bien, parce que vous aimez ce que vous faites, et du coup vous en parlerez mieux, et tout se déroule en fait. Donc démissionnez si vous êtes trop en souffrance, oui c'est peut-être mieux d'être en poste, mais honnêtement il n'y a rien de pire pour foirer tous ces entretiens que d'être au fond du trou. Et moi, 50% de mon cahier des charges sur toutes mes missions aujourd'hui, c'est de la personnalité. On n'a plus envie de s'embêter dans le travail avec des personnes qui sont pas sympas, qui sont pas ouvertes, etc. Donc, en fait, juste quand on aime ce qu'on fait et qu'on est heureux, ça transparaît, et c'est comme ça qu'on réussit. Donc, il faut pas trop se soucier des parcours et des choses toutes convenues. S'il y a bien une règle, je pense que c'est celle-là. C'est du miel dans mes oreilles. Non, mais c'est aussi un peu mielleux ce que je dis, mais c'est hyper concret. Mais non, mais c'est pas mielleux. Enfin, moi, c'est pour ça que j'ai fait fleur d'avocat. Enfin, le fait est que moi, je trouvais ça juste pas cool de pas être heureux dans son travail. Pas cool du tout. Et encore moins à nos niveaux de liberté, d'éducation et donc d'accès au monde du travail. Donc, je trouvais ça pas cool, et je suis peut-être que c'est niais de parler bien-être au travail chez les avocats. Peut-être, mais n'empêche que personnellement, je trouve que c'est ça le vrai succès. Et la vraie réussite. Et votre dernière joie? Non, pardon, je vous ai coupé. Non, j'allais dire, c'est effectivement pas cool, et c'est indispensable, mais même au-delà de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui c'est bien gentil de penser comme ça, mais il faut gagner sa vie, etc. Mais en fait, je pense que la meilleure façon de gagner sa vie et d'être successful, c'est de faire ce qu'on aime. Et donc, voilà, et inversement, je pense que si on n'est pas heureux, on peut survivre pendant un certain temps, etc. Mais il y a un moment, il y aura d'autres gens à côté qui adorent ce qu'ils font et qui en plus le font aussi bien que vous, en fait. Donc, comme c'est très compétitif, il y a un moment vous passerez pas la barre. Ouais. Donc c'est presque un non-choix aussi. C'est ça que je veux dire. Non, mais c'est aussi ce que je dis à qui veut l'entendre. Et votre dernière joie? Ma dernière joie, je parle de... Alors, pareil, c'est pas très professionnel, mais j'ai une petite fille, et honnêtement, c'est des joies tout le temps, tous les jours, et je trouve qu'il y a une certaine pureté dans le mot joie qui du coup me renvoie à ma petite fille, parce qu'il n'y a rien de plus pur qu'un enfant, et je pense que c'est une joie... pas excitante, mais c'est une joie toute douce de tous les jours. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui correspond le plus ce qui est la réponse la plus évidente. Et qu'est-ce que vous avez fait de votre robe? Ma robe, c'est drôle. Ma robe, j'en ai jamais acheté, en fait. Parce que je pense que je me suis dit, il y en a qui s'empressent de l'acheter. Et moi, je me disais, mais je pense qu'au fond, moi, je sais pas, je pense que j'étais pas sûre. Et je me suis dit, je vais pas lâcher. Bon, alors, on peut en acheter plus ou moins cher, mais ça coûte quand même son prix. Et je me disais, en fait, ça me saoule de dépenser ça là-dedans. Puis, même si j'étais en contentieux arbitrage, honnêtement, on va pas plaider tout de suite. Donc, voilà. Mais surtout, j'avais celle de mon père. Qu'il avait gardé et que j'ai gardé, que j'avais récupéré, et j'avais dans l'ambition plutôt de la faire retailler. Je trouvais ça sympa, comme tradition, de la garder et de la refaire retailler pour utiliser. Donc là, finalement, ce que j'ai jamais fait. Bon, très bien. Merci beaucoup, Paola. Merci à vous.